Bonjour chers élèves de seconde, je vous retrouve après une semaine puisque là j'ai dû réassumer les cours en présentiel, donc les mises à jour ont été un peu moins fréquentes. Donc aujourd'hui je vais faire deux vidéos, j'enchaîne sur celle d'après directement, sur donc l'Angleterre, histoire d'avoir terminé ce grand 1 et de pouvoir faire soit ce week-end, soit en semaine prochaine les États-Unis, histoire d'avoir fini donc ce thème-là. Donc, la dernière fois, on avait évoqué l'idée que le pouvoir du roi en Angleterre, il a toujours été plus ou moins limité et que ça va culminer en 1689 quand le roi Guillaume d'Orange devient roi sous certaines conditions. Et quelque part, le système actuel anglais, il est encore héritier de ce modèle-là, donc le système de monarchie parlementaire qui va être la grande œuvre britannique, puisque c'est un système qu'on trouve encore dans beaucoup de pays, et donc encore l'héritage, puisque là, vous voyez ce que vous avez là, donc vous connaissez la reine Elisabeth II, et je pense que vous le savez, elle a un pouvoir surtout protocolaire. Elle a un pouvoir officiel, c'est elle qui applique les lois théoriquement dans le Royaume britannique, n'empêche que son pouvoir est extrêmement limité par la démocratie. Dans la réalité, ce qui gouverne vraiment l'Angleterre, c'est ce qu'on appelle la Chambre des communes, la Chambre élue démocratiquement par les citoyens anglais. Et dans cette Chambre des communes, c'est ce que vous avez donc sur la gauche, la reine est obligée de nommer, donc dans le parti qui arrive majoritaire aux élections, un Premier ministre. C'est Boris Johnson actuellement, avec cette coiffure magnifique et inimitable, qui occupe cette fonction actuellement. La reine ne peut pas faire autrement que de nommer un Premier ministre issu de la majorité, en sachant que c'est le même système qu'en France, où le président n'a pas non plus le droit de nommer un ministre, un Premier ministre qui ne serait pas issu de cette majorité-là, de la majorité de l'Assemblée nationale. Par contre, effectivement, le pouvoir de notre président est bien plus important puisqu'il est élu démocratiquement. Tandis que le pouvoir de la reine est quand même considérablement limité, il l'a été de plus en plus. Donc ce qu'on va voir, c'est finalement la naissance de ce système-là et comment il fonctionne. Alors, tout part de la Déclaration des droits. Donc pas la Déclaration des droits de l'homme, même si évidemment en 1689, un siècle plus tard, ça ferait partie des textes que les révolutionnaires français connaissent et dont ils s'inspireront pour faire la déclaration. Cette déclaration, donc Guillaume d'Orange, donc le nouveau roi anglais et sa reine, ont dû la signer pour accéder au pouvoir et donc s'engager à la respecter. Alors c'est une règle qui va s'imposer à tous les souverains anglais et qui va limiter considérablement leur pouvoir pour renforcer celui du Parlement. Puisqu'effectivement, le pouvoir législatif, c'est ce qu'on voit dans l'article 1, 2, 4, il n'est accordé qu'au Parlement. Le prétendu pouvoir de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal. Toute levée d'argent, donc tout impôt pour l'usage de la couronne sous prétexte de la prérogative royale sans le consentement du Parlement est également illégal. Donc là, on a le Parlement qui met la main sur la politique budgétaire et sur vraiment tout ce qui est création de lois. Et pareil, la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume en temps de paix sans le consentement du Parlement est contraire aux lois. Là encore, on limite considérablement le pouvoir du roi qui a souvent été de nature militaire. On en avait parlé pour Louis XIV. D'autre part, on a aussi la liberté d'expression et d'élection du Parlement qui est garantie par les articles 8 et 9. Les membres du Parlement peuvent s'exprimer comme ils veulent et donc critiquer, si besoin est, toute action royale et ils ne peuvent pas être poursuivis pour leurs propos en cours de justice. Donc ça c'est pour éviter ça, ce qui permet d'ailleurs ça on y reviendra, mais de diviser les pouvoirs, d'éviter finalement cette une confusion de pouvoir législatif et judiciaire. Et les élections du membre de Parlement doivent être libres, ne doivent pas être entravées par le pouvoir du roi. C'est des règles qu'on trouve encore aujourd'hui. Et enfin, dans cette déclaration des droits, on a aussi des droits qui sont accordés aux Anglais. Ça, on y reviendra un petit peu. Les Anglais peuvent présenter des pétitions au roi. Ils peuvent faire des demandes. Ils peuvent aussi protester. Ils ne doivent pas être emprisonnés ou victimes d'attaques judiciaires sans avoir un jugement légal. Ça, on y reviendra. C'est très très différent par rapport à la France. Pareil, on estime qu'on ne doit pas infliger de jugement inutilement cruel ou inhabituel à un citoyen anglais, ce qui rompt quand même avec la tradition des peines de mort alternatives qui variaient selon les crimes et qui pouvaient être épouvantablement cruelles. Et effectivement, donc, ça donne un pouvoir gigantesque au Parlement. Donc ce système de pouvoir parlementaire,
il va justement imposer la limitation des pouvoirs, le partage. C'est pas une totale nouveauté, puisque déjà dans le système des cités grecques, comme par exemple dans la cité de Sparte, le système de séparation des pouvoirs avec des rois qui avaient des pouvoirs limités existait déjà. Donc le roi conserve le pouvoir exécutif, il fait appliquer les lois, et à l'époque c'est quand même pas non plus un vain mot, c'est qu'il a un droit de veto sur les lois. Il nomme d'ailleurs les ministres dans un premier temps, avant la glorieuse révolution de 1689, il a un pouvoir certain. N'empêche que la partie qui a le plus important de pouvoir, c'est le pouvoir législatif, qui va voter les lois et les impôts. Et il est représenté donc par le Parlement. C'est ce qu'on appelle le système bicamériste, où il y a deux chambres. C'est un système qu'on retrouve dans beaucoup de pays, aux États-Unis et aussi dans le nôtre, où on a le Sénat et l'Assemblée nationale. Et avec ce qu'on appelle la chambre haute et la chambre basse, la chambre haute étant la plus prestigieuse, mais généralement la moins puissante des deux, et la moins démocratique. C'est le modèle anglais qui a servi de référence aussi aux États-Unis et à la France, puisqu'effectivement on va trouver ce qu'on appelle la Chambre des Lords. La Chambre des Lords, c'est les grands nobles et les évêques de l'Église anglicane. Donc ils sont lords par hérédité ou nommés par le roi. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont anoblis régulièrement par la reine. Mais effectivement, cette Chambre des Lords, ça accorde aux nobles un pouvoir relativement important qui va devenir de plus en plus symbolique, puisque finalement, ce qui va devenir de plus en plus important, c'est ce qu'on appelle la Chambre des communes, qui rassemble des députés élus par le peuple. Cette Chambre des communes, elle a finalement été assez peu modifiée. Elle reste divisée souvent en deux parties, qui sont un peu les ancêtres des partis d'aujourd'hui. On a les Tories qui sont plutôt favorables à un pouvoir royal fort, c'est les ancêtres du parti conservateur auquel appartient aujourd'hui Boris Johnson, et ce qu'on appelle les Whigs qui eux sont favorables à un pouvoir relativement fort du Parlement. Donc c'est deux partis qui s'opposent finalement, le parti du roi contre le parti du Parlement, mais ils discutent démocratiquement, et le roi est obligé de choisir un ministre issu des Whigs si jamais les élections ne sont pas favorables au parti du roi. Par contre, évidemment, il y a quand même un mais, c'est que ce corps électoral, c'est absolument pas du suffrage universel. Là, pour le coup, on dit toujours que l'Angleterre, au niveau démocratique, quand on avance par rapport à la France, là, c'est pas complètement vrai, puisqu'effectivement, l'Angleterre n'a mis en place le suffrage complètement universel que en 1918. Alors qu'en France, dès 1870, le suffrage est totalement universel. Ce suffrage, donc anglais, ça c'est important, c'est un suffrage censitaire, c'est un suffrage basé sur l'impôt, ça vous sera utile en première. Seuls peuvent voter les riches, ceux qui sont déjà propriétaires et les bourgeois. Et bon, je n'ai pas besoin de le préciser, les hommes, puisqu'on est dans un système totalement sexiste. Cette chambre des communes, elle va cesser de gagner en pouvoir, puisque après 1689, c'est même elle donc, qui effectivement va avoir un pouvoir de direction direct sur les ministres. Ce qui lui permet donc de diriger finalement le pays. C'est encore le cas aujourd'hui où finalement c'est le Parlement qui prend l'essentiel des décisions en Angleterre et le Premier ministre issu du Parlement qui doit les appliquer. N'empêche que tout cela, ça fait de l'Angleterre un régime de plus en plus, même si c'est un peu anachronique, démocratique. C'est un peu l'idée du document qui est dans votre manuel, le document 6. La nation anglaise, devenant chaque jour plus amoureuse de sa liberté et plus intelligente en ce qui l'attaque, l'augmente ou la conserve, on peut prévoir que la Chambre des communes gouvernera un jour l'Angleterre. Ainsi, ce sera une véritable démocratie. La Chambre des communes a beaucoup gagné sur les deux autres puissances, donc ça désigne le roi et la Chambre des lords. Elle gagnera encore. La liberté nationale est fort accrue pour dire, faire et écrire. Les lois sont libérales. C'est la Chambre des communes qui donne de l'argent qui refuse. Quelle liberté pour faire d'heureux progrès. Ça, c'est un texte d'un aristocrate français de 1750 qui est donc admiratif de ce fonctionnement qui lui semble de plus en plus démocratique avec cette Chambre des communes qui ne cesse de gagner en pouvoir, qui aujourd'hui, effectivement, gouverne vraiment l'Angleterre. Alors, autre texte super important, c'est le document 6, page 197, c'est l'Habeas Corpus qui a été en 1679. En fait, l'habeas corpus, c'est relativement important parce que ça empêche tout emprisonnement arbitraire. Chaque Anglais doit avoir la garantie d'un jugement juste et d'une justice indépendante. Notamment, un Anglais aussi peut déposer une caution avant son jugement pour ne pas être victime de détention préventive. Et ça, c'est relativement important parce que cet habeas corpus, il garantit donc des droits importants pour les Anglais. C'est
totalement contraire à ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, par exemple, le roi de France, en même temps, il a besoin que d'une lettre de cachet, une lettre envoyée à sa police pour emprisonner quelqu'un sans jugement. Là, l'habeas corpus, ça garantit aux Anglais des droits beaucoup plus importants que quasiment ceux de tous les autres peuples d'Europe à ce moment-là. Donc là, vous voyez qu'on a changé de drapeau en fond d'écran, tout simplement parce que en 1707, c'est la naissance de l'Union Jack, donc le drapeau anglais, c'est comme ça qu'on le surnomme, c'est une fusion entre les drapeaux d'Angleterre, d'Irlande du Nord et d'Écosse, puisqu'en 1707, on a l'article d'union. L'article d'union, l'acte d'union en français, c'est effectivement cette fusion définitive entre le royaume d'Angleterre et le royaume d'Écosse. Bon, définitive, avec le Brexit, il y a de plus en plus d'Écossais qui seraient favorables à une indépendance. Si jamais il y a un référendum qui devait être organisé, il est possible que les choses seraient assez différentes. Donc on arrive effectivement avec cette création de ce grand modèle de monarchie parlementaire, donc la monarchie dans laquelle le gouvernement nommé par le monarque est contrôlé par le gouvernement. Et on y reviendra dans la prochaine vidéo, c'est que ce modèle-là, il va servir de modèle à une bonne partie de l'Europe. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout à l'heure. Merci.